Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et je suis ravi d'accueillir dans Cœur de patrimoine à présent Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour à toutes et à tous. Pour le cabinet AC Défi, on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut dire en cette période qu'on va qualifier de rentrée. Encore un petit peu, on se raccroche au dernier feu de l'été, de voir un petit peu ce qu'on peut dire en termes patrimoniaux, un peu sur ces marchés, sur nos taux d'intérêt, sur la politique aussi, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en France, et puis de voir un petit peu ce que vous pourriez recommander, vous, à un investisseur aujourd'hui. D'abord, quels sont, si on ouvre la porte du bureau de Marc Toiti, là, qu'est-ce qu'on trouve comme principaux éléments que vous avez posés, on va dire, sur votre bureau pour appréhender, pour humer un petit peu le contexte financier actuel? Alors, j'ai envie de dire quand même pas mal d'inquiétudes. Il faut toujours rester optimiste, ça c'est clair, mais il faut aussi être réaliste. Et c'est vrai que quand même, on a notamment sur la France, on va en parler je crois, pas mal d'inquiétudes sur le dérapage budgétaire et surtout sur la réponse qu'on veut trouver. On l'a entendu dernièrement, le gouvernement nous dit il va augmenter encore les impôts. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale, mais on va encore l'augmenter. Donc ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc ça c'est quand même une vraie inquiétude. Deuxième inquiétude, on a un petit ralentissement au niveau mondial. On a eu les indicateurs des directeurs d'achat donc qui montrent que la croissance mondiale ralentit. On était autour des 3%, maintenant on est autour entre 2 et 2,5%. C'est pas dramatique, mais tout le monde ralentit. On a toujours la même locomotive qui est l'Inde. Les Américains résistent. Par contre, il y a la Chine qui souffre énormément. Donc là, c'est également un élément de ralentissement. Et puis, lanterne rouge de la croissance mondiale, comme d'habitude, j'ai envie de dire malheureusement. On a donc la zone euro, la France, l'Allemagne et même le Canada. Heureusement que le Canada est là, sinon on serait dernier. Donc on peut remercier nos amis canadiens qui sûrement nous écoutent pour justement... donc on a ce ralentissement mondial qui est là et qui est particulièrement fort chez nous en Europe. Par contre, c'est vrai que les taux d'intérêt sont en train de baisser assez fortement aux États-Unis, peut-être un petit peu de façon excessive, taux d'intérêt monétaire bien entendu, et la Banque centrale européenne a également baissé les taux d'intérêt, et elle va continuer de le faire dans les prochains mois, puisque justement, on a un très fort ralentissement de la zone euro. Alors effectivement, les deux banquiers centraux, les deux grands banquiers centraux, on va dire, ont appuyé sur la gâchette, mais en dehors de leur communication vraiment à l'instant T, c'est intéressant d'écouter ce qu'ils nous disent un petit peu plus sur le long terme, et notamment en s'appuyant sur Jackson Hole, qui est cette grande réunion des banquiers centraux en fin d'été. Et là, on a eu l'impression de comprendre, on a eu des résultats dans notre lutte contre l'inflation, ils sont là, mais ils sont insuffisamment convaincants. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça ? Parce qu'en fait, quand on regarde, on se dit, mais en fait, ils ont bien fait le boulot. Oui, alors... Encore une fois, l'inflation baisse, mais pas les prix. C'est-à-dire, c'est effectivement l'inflation qui baisse, simplement l'augmentation qui est moins forte. Mais il y a toujours une augmentation des prix. C'est quand même très surprenant, parce que quand on voit l'augmentation, par exemple, je prends le cas de la France, on a eu plus de 20% d'augmentation des prix au sens large. Après, là, il y a eu une petite baisse au mois de septembre, 1,2% de baisse. Mais bon, ça reste quand même toujours très élevé. On n'a pas absorbé les 20%. Pareil aux États-Unis, on est autour des 22%. Dans la zone euro, également 22%. Donc, c'est des chiffres quand même assez forts. Augmentation depuis 2021, quand même, je précise. Donc là, même si on a un petit peu de baisse, les ménages souffrent. Oui, ça ne se voit pas dans les rayons. Exactement. Souffrent cette forte inflation. Et parallèlement, on a aussi donc cette inflation qui est en train de baisser et qui peut très vite se réactiver. On le voit aujourd'hui, le baril de pétrole a réaugmenté, reparti à la hausse la semaine dernière. On a également aux États-Unis des très bons chiffres de l'emploi américain. Donc moi, pour tout vous dire, j'étais un petit peu surpris par le mouvement de la Réserve fédérale américaine. Elle a été très fort, 50 points de base de baisse des taux d'intérêt. Il y a eu une phase où on s'est dit 25, 50, et puis non, elle a assumé 50. 50, c'est beaucoup parce que faut tout vous dire, j'ai regardé l'historique, c'est la première fois qu'elle baisse aussi fortement alors qu'il n'y a pas de récession ou qu'il n'y a pas de crise financière. Donc on est passé de 5,50 à 5, c'est toujours relativement élevé, mais néanmoins, encore une fois, croissance américaine, on a plus de 3%. Chiffre de l'emploi, on l'a vu la semaine dernière, le taux de chômage a même encore baissé à 4,1%, donc c'est le plein emploi. On a une augmentation des salaires de plus de 4% sur un an, c'est quand même pas rien, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand on dit oui, il faut baisser les taux d'intérêt aussi fortement, ça me surprend. Pour tout vous dire, je dirais dans ma carrière, j'ai connu ça dernièrement une fois, et c'était en février 2020, avant que le corona explose, entre guillemets, ça commençait à arriver, et là, la Réserve fédérale a baissé très fortement les taux d'intérêt, on ne comprenait pas pourquoi. En fait, elle savait pourquoi, parce qu'elle avait effectivement une information que nous n'avions pas. Donc là, je me dis, il y a peut-être une information que la Réserve fédérale a, et que nous n'avons pas, que ça soit d'un point de vue
du système bancaire américain, peut-être au niveau géopolitique ou autre. En fait, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact politique? Parce que, voilà, c'était il y a quelques jours, enfin, on va dire à l'échelle monétaire en tout cas, et on sait que dans quelques jours, à l'échelle monétaire, il y a cette élection présidentielle américaine. Et il est de coutume, on va rappeler, hein, même si c'est peut-être de moins en moins vrai, mais il est de coutume que la Fed essaye de pas se mêler de la politique et de la période électorale tous les 4 ans. Donc, est-ce qu'il y a de ça ou, enfin, voilà. Si, justement, j'allais l'évoquer, c'est la troisième surprise, entre guillemets, c'est que donc l'inflation est toujours là, il y a une croissance forte, et en plus, on a donc des élections présidentielles. Et la Réserve fédérale américaine, de par son indépendance, généralement, elle n'agit pas avant ces élections, sauf en cas de crise. Par exemple, lorsqu'il y a eu la faillite de Lehman Brothers, là, elle était intervenue. Mais sinon, non. Donc c'est quand même très surprenant. Est-ce qu'elle prend parti politiquement ? Ça serait très grave, je pense. Et ça nuirait à la crédibilité de la Réserve fédérale, qui, ne l'oublions pas, a quand même été mise à mal pendant la période de la planche à billets, puisqu'elle a continué jusqu'à la fin 2021, alors qu'on voyait déjà l'inflation arriver, ne l'oublions pas. Donc elle a déjà un petit peu perdu de sa super, entre guillemets. Enfin, Jerome Powell n'est plus très crédible. C'est mieux que la Banque centrale européenne, certes. Enfin, là, il n'y a pas tellement de difficultés. Mais par contre, c'est vrai que, attention, là, je pense que c'est un petit peu surprenant, et ça peut nuire à sa crédibilité. Vous savez, l'action d'une banque centrale, c'est pas tellement les taux d'intérêt, c'est le discours. Et quand une banque centrale est crédible, il suffit que son président parle pour faire réagir les marchés. Et là, on l'a vu, c'est l'inverse, parce que il a baissé les taux d'intérêt, donc on ose dire, bon, tiens, allez, un petit peu de calme sur les taux d'intérêt obligataires, et c'est l'inverse. Parce que les taux d'intérêt obligataires sont en train de repartir à la hausse, et ne l'oublions pas, le déficit public américain reste énorme, la dette publique américaine, on a 130% du PIB. Donc, même si elle a de la croissance, même si elle a encore le dollar, et donc ça lui permet de financer son déficit extérieur et son déficit public, mais néanmoins, ça ne suffit pas. Donc là, je pense que la Réserve fédérale, selon moi, a fait une erreur. Enfin, on verra, l'avenir le dira. Alors, sauf si elle a une information que nous n'avons pas encore une fois, mais sinon, je pense que politiquement, elle aurait dû montrer un petit geste, 25 points de base, et là, elle était un petit peu trop loin, surtout que la croissance américaine reste bonne. Quels sont justement les enjeux pour l'économiste que vous êtes de cette présidentielle américaine ? Globalement, on sait qu'aux États-Unis, economy first. Donc, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois, on a des craintes. On a eu des craintes sur Obama, on a des craintes sur Trump ou sur Biden. Puis finalement, à chaque fois, finalement, on a une économie dynamique parce que c'est le secret de l'économie américaine. Il y a un poids des dépenses publiques de seulement 34% du PIB. Dépenses publiques, 34% du PIB. Ça nous change de chez nous, on est à presque 58%. Vous voyez, donc finalement, ce qui compte, c'est la dynamique privée. Et tant que les gouvernements n'augmentent pas fortement les impôts, finalement, ça passe. Les Américains sont contents. Là, la difficulté et la nouveauté, entre guillemets, c'est que le gouvernement américain a été très, très loin dans le soutien de l'économie américaine. Que ce soit en termes donc de relance budgétaire, c'est-à-dire que même quand on n'en avait plus besoin, il a continué. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Et là, pareil, sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, là, elle les baisse de façon un petit peu excessive et trop rapide selon moi. Mais bon, toujours est-il que ce soit le gouvernement ou la Réserve fédérale, on fait tout pour la croissance américaine. En fait, il faut être très clair. Qu'est-ce qui fait la force de l'économie américaine ? C'est le dollar. Donc tant que le dollar est le benchmark, c'est-à-dire la référence mondiale, il n'y a pas tant de risques sur l'économie américaine, quel que soit son président ou sa présidente. Après, il ne faut pas prendre des mesures, je dirais, à l'emporte-pièce. Oui, mais justement, de part et d'autre, on a l'impression que chacun est capable d'identifier 1, 2, 3 mesures qui pourraient être gênantes. Par contre, ce qui est très inquiétant, j'ai eu pas mal de contacts aux États-Unis, notamment des fonds d'investissement, et ils me disent alors, nous, on ne le sent pas ici, mais ils me disent qu'il y aurait des risques, peut-être pas de guerre civile, mais enfin de dérapages sociétaux. Voilà, on va le dire ça en une sorte d'euphémisme. Et ça, c'est vrai que ça peut surprendre. C'est que si au lendemain des élections, on voit qu'il y a un peu comme la dernière fois, on essaye d'envahir le Capitole ou des mouvements comme ça peut faire tache d'huile. Ça peut être dangereux. Donc c'est pourquoi c'est ça qu'il faudra surveiller. Mais sinon ensuite, ça devrait se normaliser. Mais c'est clair que la clé, c'est la confiance qu'inspire le dollar. Et c'est vrai que dernièrement, on avait dit oui, ça y est, certains pays, notamment du Golfe, avaient dit on va arrêter de payer notre pétrole, de faire payer notre pétrole en dollars, on va trouver une autre devise, peut-être en yuan. Et comme la Chine va très mal aujourd'hui, le dollar revient dans les, je dirais, en termes garde son rôle hégémonique. Et donc, ce qui fait que il y a peu de chances de voir l'économie américaine s'écrouler. Ça arrivera un jour, mais pas tout de suite. Bon. Et l'Europe... L'Europe, malheureusement, on a eu les chiffres des directeurs d'achat, c'est encore une catastrophe. On est toujours dans la récession. Alors l'Allemagne fait quand même très peur.
l'Allemagne. Et là on voit l'Allemagne qui pourtant a fait des choix stratégiques formidables dans les années 2000-2010. Et puis ensuite, malheureusement, le fait d'arrêter le nucléaire, ça lui a coûté extrêmement cher. Ensuite, on a la Chine qui n'est plus là pour commander les produits allemands, ou du moins pas assez. Et donc, évidemment, l'Allemagne va très mal. Et donc, ça, alors, certains s'en réjouissent. Je vois en France, on me dit, voilà, les Allemands, ça leur apprendra. Non, c'est dangereux parce que si l'Allemagne va mal, comme c'est 33% du PIB de la zone euro, toute la zone euro va mal. Et puis après, il y a même un autre risque que personne ne veut voir. C'est que si l'Allemagne va mal, elle ne sera pas prête à avaler des couleuvres, notamment françaises. C'est-à-dire que les Allemands... Ils peuvent durcir, entre guillemets, leur position. Oui, les Allemands, ne l'oublions pas, ont une dette publique de 64% du PIB. Nous, on est à 112%. Donc, ils ont fait des efforts. Ils avaient même des excédents publics de 2012 à 2017. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ensuite, évidemment, il y a eu le Corona, bref. Mais toujours dit que les Allemands ont fait des efforts. Il n'y a pas que, hein. Mais donc, ils se disent aujourd'hui, quand les Français, excusez-moi l'expression, se la ramènent, en disant, oui, nous, on peut faire ce qu'on veut, etc., on peut augmenter nos déficits, nos dettes, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Ça peut poser un petit problème en termes de cohésion au sein de la zone euro. Et donc même une nouvelle crise de la zone euro qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. Ça va dépendre de la politique française. Et donc attention, la récession allemande est dangereuse pour l'ensemble de la zone euro et également bien sûr pour la France. Et ce cas français, justement, il ne compte, il ne joue, il n'inquiète plus que par cette question de finances publiques ? Encore une fois... Il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a déjà la croissance qui reste très faible, portée à bout de bras justement par la dette publique. Parce que s'il n'y avait pas une flambée de cette dette, on aurait eu la récession qu'ont eu tous les autres pays. Nous, on a masqué un petit peu tout ça, sauf qu'aujourd'hui, chasser le naturel, il revient au galop. On ne peut pas éviter l'inévitable. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que, je n'ai pas arrêté de le dire à Bruno Le Maire quand il était ministre de l'économie, il ne m'a pas écouté malheureusement, il fallait arrêter d'augmenter cette dette publique. Rendez-vous compte qu'on a continué, par exemple, les prêts garantis par l'État, qu'on a continué la planche à billets, qu'on a continué l'augmentation de la dépense publique. Ouais, on a fait des chèques pour repriser les chaussettes. Voilà, des choix. Vous vous rendez compte quand même, je dis pas les 3 mois du coronavirus au début, au printemps 2020, ok, on croyait que c'était la fin du monde. Mais après, on a continué, on s'est dit, c'est tellement facile qu'on continue. C'est la blague de Coluche, tant que je gagne, je joue. Sauf que là, on gagne plus du tout. Et on est même en train de perdre. Et surtout en train de perdre en crédibilité. Parce que là, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, les taux d'intérêt à long terme, malgré la baisse des taux courts, c'est quand même, il faut le souligner quand même, malgré la baisse des taux courts, eh bien, les taux d'intérêt à long terme, des obligations d'État, sont en train d'augmenter, on est autour des 3%, et l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, ce qu'on appelle le spread de taux d'intérêt, est en train également d'atteindre 80 points de base, donc des niveaux qu'on avait en 2012, lors de la crise de la dette publique. Donc ça, c'est particulièrement dangereux, et puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est la réponse du gouvernement. Moi, je m'attendais, à un gouvernement, M. Barnier, etc., qui allait dire, on va continuer à ne pas augmenter les impôts, voire peut-être même les baisser. Par contre, on va réduire certaines dépenses publiques. Là, pour l'instant... on hésite 2 tiers, 1 tiers, et finalement, ce sera 2 tiers, 1 tiers, mais peut-être dans l'autre sens. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, si vous regardez bien, on ne parle que d'augmentation des impôts. Les baisses des dépenses, je ne les vois pas. Et j'ai même vu ça c'est pas encore officiel, mais a priori, dans le projet de loi de finances, on va voir encore une augmentation des dépenses publiques en 2025. Donc, c'est quand même complètement fou. Donc, je me dis, si même un gouvernement, entre guillemets, on va dire, de centre droit, augmente les impôts et augmente les dépenses, alors, que va faire un gouvernement si jamais demain on a le malheur d'avoir un gouvernement de gauche ou d'extrême gauche ? Ça serait évidemment une catastrophe. Vous avez commencé, Marc, en disant, faut être optimiste, même s'il faut... Oui, toujours. Enfin, là, quand vous nous dites ça, on n'a pas envie d'être très optimiste. Oui, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à un investisseur, à un épargnant averti qui nous écoute et qui se dit, qu'est-ce qu'il faut que... Enfin, voilà, comment est-ce qu'il faut que je gère finalement mon patrimoine, exposé ou pas à ces marchés financiers ? Alors déjà, il faut limiter les risques. C'est pas le moment de prendre des risques énormes aujourd'hui, sauf si on a un horizon de très long terme. Donc c'est vrai que sur la bourse, ça va baisser, je pense, ça a déjà baissé un petit peu, mais ça va encore baisser prochainement. Il faudra revenir à l'achat assez rapidement. Sur du long terme, il y aura des dividendes, ça sera porteur. Idem sur l'immobilier. C'est que l'immobilier baisse fortement en France. On est à moins 15% à Paris par rapport au plus haut. On est à moins 19% à Boulogne-Billancourt, vous vous rendez compte ? C'est comme, bref, c'est vrai qu'il y avait une petite bulle. Donc c'est peut-être
ça commence à devenir le moment d'acheter, mais pas encore. Je pense que la baisse va être plus forte, sauf si on a un horizon de très long terme, où effectivement là, ça remontera. Donc, moi j'ai envie de dire prudence aujourd'hui. J'avais conseillé déjà quelques trimestres d'acheter de l'or. On a vu que ça a bien fonctionné, la fameuse poire pour la soif. Il y a également finalement des taux monétaires qui sont toujours assez sympathiques, donc il faut là aussi en garder. Éviter les bons du trésor, enfin les obligations d'État, parce que si les taux longs remontent, ça va faire baisser les cours des obligations. Et donc, bien sûr, avoir une vision de long terme sur toujours, j'ai envie de dire, la bourse, l'immobilier, l'or. Ce sont les 3 meilleurs placements sur le long terme, même quand on achète en haut des bulles. Donc là, comme les bulles sont en train de se dégonfler, donc on peut conserver tout cela, bien entendu. Et encore une fois, carpe diem, j'ai envie de dire, parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, pour tout vous dire, c'est que notre gouvernement est encore en vie, ou peut-être le gouvernement d'après, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs d'ici d'ici la fin de l'année ou d'ici l'année prochaine, augmente les taxations sur l'épargne. Ça, c'est dangereux. Donc, carpe diem. C'est-à-dire qu'il faut tout ce qui est pris n'est pas à prendre. Donc voilà. Mais encore une fois, et puis n'oublions pas également... on brûle pas la caisse quand même. Oui, les investissements aussi à l'étranger. Voilà, sur le franc suisse également, qui est, je dirais, une valeur refuge sympathique. Donc voilà, il faut penser valeur refuge, investissement de long terme, et on s'en sortira inévitablement. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui... toucher le fond de la piscine pour pouvoir redémarrer. Donc nous, on veut pas toucher le fond de la piscine en France, on a peur de ce qui fait mal, ben c'est pas grave, il faut le toucher, et après on redémarrera, parce que la France est un grand pays, sauf que justement aujourd'hui, on a été un petit peu trop loin, donc il faut se ressaisir. Merci beaucoup Marc. Marc Toitier, plaisir. le cabinet ACDFI dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité, et on se retrouve mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.